Aujourd'hui, dans toute une histoire, l'histoire d'Hélène et Jean, agressés tous les deux en rentrant dans leur maison. Quand l'autre lascar est arrivé et qu'ils m'ont jeté tous les deux sur le lit, vraiment, j'y comprenais rien du tout. Et aussitôt, des coups de poing, je ne savais plus où j'en étais, vraiment. Si vous savez, c'est une impression d'angoisse, d'horreur. On se demande ce qui se passe. Et aussi l'histoire de Claude Sarraute, agressé 2 fois dans la rue. Enfin, Jean de la rue, les passants, ils voient une vieille dame qu'on traîne par terre. Il n'y avait qu'à faire 3 pas pour venir me ramasser. Et ils étaient comme ça, ils avaient tellement peur, tu sais. Enfin, l'histoire de Benoît, naufragé, il a nagé pendant plus de 5 heures pour rejoindre la côte. On est dans notre monde, je peux vous dire. Quand vous êtes ça, vous ne pensez pas, je pense à ça, on gère. On gère, parce que chaque seconde est à gérer. Si vous ne la gérez pas, c'est la tasse assurée. Bonjour à tous, bienvenue dans toute une histoire avec aujourd'hui des histoires incroyables et des histoires édifiantes qui vont nous apprendre beaucoup de choses sur notre société. L'histoire d'Hélène et Jean pour commencer. Hélène et Jean ont 80 et 78 ans. Le 21 août dernier, c'est tout récent, alors qu'ils rentraient tranquillement chez eux, ils ont été agressés avec beaucoup de brutalité. En fait, chaque jour dans ce pays, une quinzaine de personnes âgées sont victimes d'agressions et c'est un chiffre qui est en constante augmentation. Des agressions qui sont fréquentes et qui sont pour la plupart très violentes pour de tout petits larcins. Comment peut-on s'attaquer aux personnes âgées et puis comment se protéger? Nous le verrons avec cette émission, avec aussi une femme qui a été agressée 2 fois et qui souhaite apporter son témoignage dans toute une histoire. Mon ami Claude Sarraute sera notre invité. Mais tout de suite, voici l'histoire de Jean et d'Hélène. C'est dans cette maison aux Issambres, près de Saint-Raphaël, qu'Hélène et Jean viennent passer leurs vacances depuis 40 ans. 40 années sans histoire. Arrivés le lundi 21 août pour recevoir leur famille, Hélène et Jean étaient loin de se douter qu'ils feraient la une du journal le lendemain. Le mardi matin, nous sommes allés faire les courses indispensables pour recevoir une famille. Mais Hélène et Jean ne se doutent pas qu'ils ont été repérés au supermarché et qu'ils sont maintenant suivis par 2 individus. Nous sommes revenus donc vers 3 heures. Ma femme est rentrée dans la maison pour se libérer de son sac, pour arrêter l'alarme. Et puis moi, pendant ce temps-là, j'ai commencé à décharger la voiture dans le garage. Il y a quelqu'un qui vient, qui m'appuie sur l'épaule pour me retourner, et je reçois un coup de poing, tout de suite. Et puis d'autres ont suivi. J'entendais vaguement comme des gémissements. Je dis, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Jean est tombé? Est-ce qu'il a quelque chose? Alors, j'allais me sortir de la chambre. Je vois un jeune homme qui arrive. Il me dit, je suis de la police, madame. On nous a signalé qu'il y avait chez vous une intrusion. Vous avez dû être cambriolé. Moi, je voyais bien qu'il n'y avait rien. Alors, j'ai essayé, comme les gamins, de me protéger des coups. Alors, il m'a attrapé le bras avec une main. Vous voyez, j'ai encore la marque. Puis, je suis tombé. Et là, il a été à coups de pied, dans les reins, dans le dos, dans le bas du dos. C'est ça qui m'a fait les plus grosses souffrances. J'ai voulu me relever. Il m'a dit, reste couché, sans ça, je continue. Et puis à ce moment-là, le deuxième larron qui avait tabassé mon mari arrive derrière l'autre et tous les deux me jettent sur le lit en me tapant la figure tant et plus. Ah, vous savez, c'est une impression abominable. Il n'y avait pas de raison du tout qu'ils s'acharnent comme ça sur moi. C'était pour me faire du mal. On voyait d'ailleurs, dès le premier coup de poing, qu'il voulait faire mal. C'était ça, sa motivation. Quand les gendarmes sont venus, ils ont dit « Ils vous ont pris quelque chose ?» J'ai dit « Mais non, il y avait mon sac à main ouvert sur le lit. Ils n'ont même pas fouillé dedans. Regardez vos bijoux. » Ils m'ont dit « J'avais quelques petits bijoux. » Alors je vois qu'à ce doigt-là, il y avait une bague qui manquait. Une bague qui avait un gros zircon. Ils ont peut-être cru que c'était un diamant. Elle valait peut-être 500 €, hein, c'était pas terrible. Et ils m'ont pris cette bague-là, et c'est tout. Je suis en choqué, je suis en colère. Des gens vieux comme nous, on n'a pas de défense, forcément. Et même les plus jeunes, vous savez, je crois que ce serait pareil. Quand on vous saute dessus brutalement sans qu'on s'y attende et qu'on vous bourre de coups de poing, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment allez-vous aujourd'hui? Un peu mieux. Bonjour, bienvenue parmi nous en tout cas. Merci. Oui. Content de vous voir en bonne santé. Oui, enfin, il faut patienter. Moi, j'ai eu la mâchoire fracturée, alors évidemment, il faut le temps que ça s'arrange maintenant. Qu'est-ce qui a été fracturé? La mâchoire. La mâchoire. Oui. Les dents cassées également. Et puis, alors, beaucoup de couples à la figure. Vous allez voir la tête que j'avais. Hein. Quand vous passez l'histoire, Jean, qu'est-ce que vous vous dites sur ce qui a bien pu se passer dans la tête de ceux qui vous ont agressé? J'ai été surpris. Je vois quelqu'un arriver. Je pensais que c'était quelqu'un qui voulait me demander un renseignement. Et tout de suite, il se jette sur moi, le poing en avant.
tout de suite, sans hésitation. Comment vous expliquez une violence pareille contre des personnes Je âgées? ne l'explique pas, c'est d'ailleurs un petit peu pour ça que j'ai souhaité venir ici, parce que je ne comprends pas. Au premier coup de poing, j'ai pensé que c'était quelqu'un qui venait nous cambrioler. Et puis, quand j'ai vu qu'il s'acharnait sur moi comme ça, j'ai pas dit parce que je pouvais plus parler, j'ai simplement murmuré « Pourquoi ?» Évidemment, il ne m'a pas répondu. Mais j'ai pas compris. J'ai pensé que ça ne pouvait, comme explication, je n'ai trouvé qu'une vengeance, quelqu'un qui voulait se venger de moi. Bagarreur, non? Vous aviez fait du mal à quelqu'un? Mais non, justement. Vous avez Qui des et ennemis? pourquoi, je ne sais pas, non. Non, Qu'est-ce que vous lisiez sur le visage de votre agresseur? je regardais même pas. C'était très soudain aussi, il faut le dire. Hein. Vous aviez entendu des récits de violences faites sur des personnes âgées? Non, pas tellement, non. Non, non, Pourtant, les statistiques disent que ça se fait de plus en plus. oui. J'ai l'impression qu'on... Ah oui, mais on n'en avait jamais entendu parler. C'est d'ailleurs un petit peu pour ça que j'ai voulu témoigner ici. Vous avez eu peur pour vous? Vous avez eu peur pour votre femme également? Ben oui, bien sûr. Oui. Petite femme. Vous avez quel âge, madame? 80 ans. 80 ans. Qu'est-ce que vous vous êtes dit qu'il pouvait faire à votre femme? Ben, j'en sais rien. Je ne savais pas d'ailleurs que Non, j'étais agressée non. à ce moment-là. Je ne pensais pas qu'elle était agressée, elle. Je pensais Donc que cet homme c'était... vous a agressé, il vous a tapé, vous Oui. êtes tombé par terre? Oui. Et là, Vous avez essayé de vous relever, hein. et il s'est acharné à coups de pied dans le dos sur moi. C'est ça qui m'a causé les pires douleurs. Comment vous avez découvert votre femme, Jean? Ben, elle était allongée par terre, adossée Oui, j'étais tombée sur par le terre pied du après. lit et baignant dans son sang. Elle avait du sang partout. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à la relever, puisque j'avais déjà mal au rein. Alors, tous les deux, j'ai pris un petit banc. J'ai commencé par l'asseoir sur le petit banc, puis après ça, on a réussi à la lever. Oui, après j'ai pu aller vers le lavabo, cracher du sang en quantité avec une dent qui était cassée. Et puis voilà, on est resté là à se demander ce qui se passait. Vous avez eu le courage, la présence d'esprit d'appeler les secours? Oui, Jean, il a pris le aussitôt, téléphone tout on de a suite fait le 17 pour appeler les la policiers, police. les pompiers aussi, les Alors, gendarmes. c'est tout le monde est c'est venu. les policiers qui ont prévenu les pompiers de venir nous chercher avec une ambulance. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les pompiers? Est-ce qu'ils ont compris ce qui se passait, eux? Bah Oui, oui, ils ont bien compris, évidemment. Ils nous ont dit, bon, on vous emmène tout de suite à Fréjus, au service des urgences. L'hôpital de Fréjus n'était pas très loin, quelques kilomètres. Mais alors, Tout ça pour une bague? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont pris d'autre? Mais écoutez, j'avais mon sac à main sur le lit qui était même ouvert, puisque j'arrivais. Ils auraient pu fouiller dedans et prendre tout ce qu'ils voulaient. Non, une bague et puis c'est tout. À croire qu'ils voulaient un petit souvenir, pas plus. À croire qu'ils voulaient juste être violents? Oui, Ça, c'est j'arrive pas à le l'impression croire. qu'on a eue. C'est Bien croire beaucoup de choses, mais ça, Faire du mal par plaisir. Et c'est ça que vraiment. je ne comprends pas non plus. Ça ne peut être que ça. Pourquoi s'acharner tant sur nous alors que s'ils voulaient voler, ils pouvaient voler ce qu'ils voulaient? Pierre est officier de police à la retraite et il fait de la prévention auprès des personnes âgées. Vous êtes surpris par cette histoire? Non. Vous n'êtes pas surpris par cette histoire? Non, j'ai Par dit... tant de violence sur des personnes aussi douces? Ben oui, on n'est pas bien méchants, c'est sûr. Non, parce que les voleurs comme les agresseurs, ou les voleurs qui deviennent agresseurs, sont en général des gens assez lâches, assez peureux, et c'est pas souvent par rapport à leur peur qu'ils réagissent Oui, c'est de ça. manière très violente. Il y a peut-être un peu Peur de quoi, quand même? peur d'être reconnus aussi, par exemple, par les victimes. Donc, en étant violents avec elles, ils peuvent troubler leur perception, surtout s'il s'agit de personnes âgées, de façon à ce que leur histoire, quand elles vont la raconter, soit pleine de trous, de blancs, quoi. Attaquer pour une bague. Oui. Pour un, comment vous dites, je ne connaissais pas l'expression. Un zircon. Un Oui. zircon. C'est ça, faux diamant, ça n'a pas beaucoup de valeur. Ça fait de l'effet comme ça, mais c'est tout. Après votre agression, vous avez été conduit à l'hôpital. On regarde ce reportage. Mes parents ont eu la malchance de croiser le chemin de deux voyous qui étaient à l'affût de proies. Comme ils ont vu qu'ils étaient âgés, qu'ils n'étaient pas très solides sur leurs jambes, et ils se sont dit, ceux-là, ça va être facile pour les attaquer, et donc on va les suivre. J'ai culpabilisé pour mes parents, je ne savais que je devais venir un peu plus tôt par le train. J'ai dit si j'avais été avec eux faire les courses dans la voiture, probablement que les voyous ne seraient pas arrêtés sur eux. Je m'en suis voulu de ne pas avoir été là plus tôt pour éviter ce drame, moi. Pour éviter ce drame. Ouais.
À l'hôpital, j'étais complètement anéanti parce que je voyais défiguré, plein de bleus partout, ma mère qui saignait du menton. C'est la première fois que j'ai vu mes parents en état de choc comme ça. Je demandais s'ils étaient en entier, comment ils allaient pouvoir continuer à vivre. Mon fils, il est pauvre, il n'osait plus regarder mes parents. Il a 10 ans et il n'a jamais vu de violence comme ça. Avec sa petite taille, il voulait absolument faire quelque chose à sa manière. C'est pour ça qu'il a dit à sa mamie, j'aurais voulu être là, mamie, pour t'aider et donner des coups de pied, des coups de poing aux méchants qui t'ont agressé. Qu'est-ce que vous auriez pu faire, Olivier? J'aime bien votre place dans ces cas-là, on se dit qu'on veut protéger ses parents, évidemment. Absolument, j'aurais beaucoup voulu être là pour pouvoir les secourir, pour les secourir et pouvoir les défendre, bien sûr. Hein. J'aurais essayé de faire quelque chose. Je sais pas quoi. Moi, je crois qu'il aurait sauté dessus tout pareil, vous savez. Il aurait été une victime de plus et puis c'est tout. Oui, mais avec ces gars-là, il me serait quand même pas de détails. A voulu vous défendre, hein, c'est normal. Oui, hein. Il s'en veut, votre fils. Il a raison de s'en vouloir? Non, oui, bien sûr si, que non. je m'en veux. Non. On se sent impuissant. Quel lien vous faites entre votre âge et cette agression? Oh, je ne fais pas beaucoup de rapprochements parce qu'on aurait eu 20 ans de moins, ça aurait été pareil, vous savez. Hein? On ne peut pas lutter contre une violence subite comme ça. Hein? Même si on est encore jeune, eh bien, c'est la même chose. Et ma question, c'est aussi, est-ce que vous pensez que les gens vous ont agressé parce que vous étiez plus âgé? C'est possible. Plus fragile? Oui. Parce que ces gars-là, ils sont extrêmement lâches. Hein. Oui, mais pourquoi s'acharner autant sur nous? Ce sont des sadiques qui se plaisent à faire le mal, et puis c'est tout. Hein. Ça leur plaît, ça les amuse. Comment se sont passés les jours qui ont suivi l'agression? On a essayé d'en s'en remettre tout doucement, mais avec du mal, hein, parce que la souffrance était toujours là, et puis le sentiment de vraiment d'être impuissant et malheureux. Et puis, pourquoi? On se dit toujours pourquoi, mais pourquoi c'est arrivé comme ça? On ne comprend pas. Heureusement que nos enfants étaient là pour... oui, ça nous a aidé un peu à remonter le moral. La vie quotidienne, quoi. Oui, déjà, ça c'est la moindre des choses, quand même que la vie puisse continuer. Seul, mais comment on dépasse la peur? Eh bien, on ne la dépasse pas, monsieur. Voilà. Elle est toujours là, la peur. Parce qu'avant, on était dans notre maison seul, on ne pensait à rien, mais maintenant, dès qu'on entend un petit bruit, on se dit « Ah, qu'est-ce que c'est que ça ?» Hein? Avant, on ne pensait pas du tout à un truc de ce genre. Vous avez réussi à vous réconforter mutuellement? Oui, bien sûr. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 55 ans. Et comme on dit, pour le meilleur et pour le pire, là. Ben oui, voilà. Oui, c'est ça, Exactement. tout à fait. Alors, qui devait réconforter qui? Oh. Qui a dû réconforter qui? Eh bien, tous les deux, on s'est réconfortés mutuellement, oui, bien sûr. Ce qu'on essaie de comprendre aujourd'hui, je remercie beaucoup Hélène et Jean qui ont eu le courage de venir témoigner aujourd'hui, parce que quand on vit qu'on vit dans la peur, qu'on a peur parfois aussi de porter plainte à cause des représailles, eh bien c'est important que des gens viennent apporter leur témoignage et nous raconter ce qui s'est vraiment passé. Je vous souhaite un prompt rétablissement. Et dans un instant, nous recevrons quelqu'un qu'on aime beaucoup. Vous connaissez Claude Sarraute? Oui, on la connaît bien sûr. Oui. Alors Claude Sarraute aussi a été victime d'agression. Ah oui? 2 fois. Alors, la première question qu'on lui a posée en préparant cette émission, c'est est-ce que c'est à cause de sa notoriété? Pas du tout, elle a été attaquée de dos. C'était le hasard, oui. Le hasard et peut-être aussi à cause de son âge. Restez avec nous, voici ce qui nous attend dans la suite de cette émission. Tout de suite, dans toute une histoire, l'histoire de Marie-Josée et son mari, agressés chez eux par un inconnu. Un coup de pied dans la tête. Mon mari était en sang, inanimé. Il s'est acharné même sur moi. J'ai reçu la cocotte minute au front. Enfin, l'histoire de Benoît, miraculé, il a dû nager pendant plus de 5 heures pour survivre à son naufrage. Les creux sont bien montés à 1,50 m, voire 2 mètres, et déferlants. Et c'est démentiel. C'est la super mamie dont tout le monde rêve, dynamique, sympa, chaleureuse, pas langue de bois, chroniqueuse de Laurent Ruquier, mais notre amie à nous aussi. Je demande d'accueillir Claude Sarraute qui est avec nous.
Et la question, quand j'ai appris que vous aviez été 2 fois agressé, c'est est-ce que c'est parce que vous étiez Claude Sarraute? Oh, tu rigoles? Absolument pas. J'ai été agressée de 3/4, enfin tu vois, de dos presque, une fois complètement de dos. C'est mes cheveux blancs. Et la première fois... Mais c'est pire que ce soit les cheveux blancs. Bah oui, mais c'est évidemment mes cheveux blancs, parce qu'écoute, il n'y a pas de raison. Ça, c'est la deuxième fois. La première fois, je ne sais pas si c'est mes cheveux blancs ou pas, mais j'avais... Puis tu sais, je suis coquette. Là, maintenant, je ne suis plus tellement coquette. Je vais sur mes 80 ans, mais il y a 5 ans, j'étais encore un peu coquette. Et donc, je vais boulevard des Capucines pour aller m'acheter un maillot de bain. Je regarde la vitrine, et brusquement, je sens une moto qui passe, tu vois, un scooter, je sais pas, et qui me tire et me fait tomber. Et je pousse un cri, personne ne fait attention. Une jeune femme qui arrive, et en anglais, c'était une américaine. Est-ce que je peux vous aider? J'ai dit oui. Et comme j'étais tellement surprise, tu comprends, je n'ai même pas énormément crié. Et la première chose que j'ai fait, comme une conne, je suis allée au commissariat de police. Et j'ai déclaré C'est normal de faire ça? Bah non, parce que le commissaire, ou je sais pas quoi, le jeune homme qui tapait à la machine devant moi, il m'a regardé en rigolant. Il m'a dit, écoutez madame, s'il fallait qu'on... Il s'est dit, c'est une caméra cachée de chez Ruquier ou... Non, rien du tout. Alors, il s'est dit, qu'est-ce qu'il vous a dit, Claude? Il vous a dit... Il m'a dit, c'est pas la peine, un sac à argent, si vous voulez. Alors, ça le barbait, alors il a pris, je sais pas comment t'appelles ça. Une déposition? Une déposition. Une main courante. Voilà. Et, bon, mon sac, naturellement, était parti. Et j'étais très embêtée parce que mon sac, c'est ma maison. À ce moment-là, je portais encore des sacs, tu sais, que tu tiens au bras. Ah oui, donc quand on les arrache... Ben oui, ça m'a fait tomber. Il y a la dame qui suit. Oui. Tu as eu un choc? Voilà. Ouais... Surtout, ça m'a paru extraordinaire qu'il m'arrive exactement ce qu'on lit dans les journaux. Les vieilles dames qui se font agresser par des types en scooter. Bon, donc, je vais déposer plainte. Ils sont gentils, ils me la prennent. Et puis, ça m'arrive encore... J'oublie un peu, tu vois. J'ai oublié d'autant mieux que... Figure-toi, le soir à minuit, un monsieur me téléphone. Il me dit, vous êtes Claude Sarraute? Je dis oui. Ben, figurez-vous que j'ai trouvé votre sac contre la rue de ma voiture à Saint-Germain-des-Prés. Je dis, mais c'est incroyable. Il me dit, écoutez, il n'y a pas d'argent, mais il y a tout le reste, il y a vos papiers, donc il m'a appelé. Alors moi, je me suis dit, c'est génial. Et puis je me suis dit, je vais lui envoyer une boîte de champagne. Tu sais, un coffre de champagne, je ne sais pas comment tu dis ça. Ouais, petit coffret avec des bouteilles, et tout ça. Il était patron de bar à Pigalle. À Pigalle? La classe. Comment vous avez réagi à l'histoire de Hélène et Jean? Moi, je trouve ça monstrueux, tu vois. Je trouve ça épouvantable. Ça fait partie, tu vois, de ce que j'appelle l'agisme, c'est-à-dire la lâcheté totale, le racisme anti-vieux. Les Américains ont appelé ça agisme, comme sur sexisme ou racisme. Ou racisme. Voilà. Je ne peux pas vous dire, mais moi, je suis avec vous complètement. Non, mais ça, c'est pas possible qu'on commence à vivre dans la psychose, et puis c'est pas possible d'entendre ce que Claude va nous raconter, à savoir que les gens ne réagissent pas autour. Alors ça... Ça, c'est incroyable. C'est la deuxième fois, c'est il y a 2 ans. Je marche de dos. Je suis dans un long entonnoir. Je marche de dos, tu sais où? La rue de Bièvre où habitent les Mitterrand. Ah bah, c'est une rue qui était très protégée à l'époque, hein, une petite rue piétonne du quartier latin de Paris. Piétonne, parfaite. Je marche dans cette petite rue, et puis tu sais, à mon âge, on n'entend plus rien, je n'entends rien. Je marche, et tout à coup, je suis tirée en arrière, et là, j'ai hurlé, parce que le manteau noir que je portais, le pantalon, tout a été acheté, tout a été déchiré. Mais j'ai hurlé tellement fort que les 2 galopins qui me suivaient, d'après les 3 témoins qui étaient là, qui ne bougeaient pas, ils m'ont dit que c'était des jeunes, comme on dit maintenant, tu vois, avec des baskets. Moi, j'ai rien entendu. J'ai hurlé à la mort et je me suis tétanisée sur mon sac. Donc, ils n'ont pas pu me le prendre. Et là, j'ai commencé à gueuler comme un fou, une folle, pardon, à cause des badauds qui étaient là. Ils étaient sortis de leur restaurant, de leur 3 boutique. personnes, mais quel âge, quel profil? Oh, tout à fait normal, 45, 50 ans, tu vois. Oui, c'est parce que je les ai engueulés. J'ai dit, mais enfin quoi, vous allez rester là les bras ballants, vous pouvez pas venir m'aider, j'arrivais même pas à me relever. Et là, ça a été très difficile. J'étais sous le choc. D'abord, les 2 jeunes agresseurs, je veux bien, mais les passants. Enfin, Jean-Luc de la rue, les passants, ils voient une vieille dame qu'on traîne par terre, ils peuvent se lever pour se mettre debout. Ils étaient debout. Ils n'avaient qu'à faire 3 pas pour venir m'en ramasser. Mais ils étaient comme ça, ils avaient tellement peur, tu sais. C'est incroyable quand même qu'il n'y ait pas plus de solidarité que ça. Alors que vous vivez comment maintenant? Dans la crainte ou vous arrivez à oublier tout ça? Est-ce que vous avez changé de système de vie? Par exemple, tu vois, j'ai un bracelet, je le mets là.
D'accord. Bon, ça se voit pas sur Ouais, les on est à la petites télé, heures. Claude, hein, donc s'il y a des trucs, faut peut-être pas tout dire en détail. Ma montre, je la mets là. Rien qui dépasse, quoi. Il faut que tout le monde sache. Il faut marcher. D'abord, j'ai maintenant mon joli petit sac terminé. J'ai un gros sac en bandoulière. C'est pas pire, s'ils essaient de vous l'arracher, ils peuvent pas vous Parce que l'enlever. c'est en bandoulière. Bah oui, mais si... Ah bah oui, ils peuvent me tirer encore plus. Mais alors, il faut toujours marcher le long du mur. Ce que je fais. Toujours, je marche le long du mur. Et ce que j'en suis arrivée à avoir un peu peur, tu vois. Figure-toi que l'autre jour, je traverse un pont, 2 énormes balabars en roller se précipitent sur moi. En roller. Ils se précipitent sur moi et ils me prennent comme... J'ai cru que j'allais mourir. Hein. Là, vraiment, j'ai failli Une troisième passer. fois? Oui, mais non, c'était... J'ai dit, mais quoi? Mais on vous aime, on vous voudrait que vous soyez notre mamie. Alors j'aurais dit, je vous aime aussi, mais plus jamais ça. Oui, en douceur, bonjour Madame Sarraute, à distance, etc. Mais c'est quoi la leçon de ces histoires-là? À part les précautions qu'il faut prendre, on va voir ça en détail avec notre ami. C'est la lâcheté de cette société, c'est les gens qui sont tellement en manque, qui s'attaquent aux plus faibles, c'est-à-dire aux vieilles personnes. Et c'est surtout l'indifférence. À votre avis, Claude, vous qui... moi, je vous lisais quand j'étais petit dans Le Monde, ça s'appelait Sur le vif, si je me souviens bien. Ma maman lisait ça tous les jours, etc. Et je lisais vos articles qui étaient plutôt dans l'esprit de vouloir réconcilier les générations, de mieux se comprendre les uns les autres. Oui, mais attends, ces jeunes gens-là, ils ont bien des parents et des grands-parents quand même. Je comprends bien. Mais ils doivent être en manque, je ne sais pas ce qui peut leur arriver. Évidemment, c'est plus facile de s'en prendre à eux ou à moi qu'à s'en prendre à des gens comme toi. L'image qu'on a de soi-même quand on fait un truc pareil, comment on peut survivre à ça? Ça veut dire que... Oh, ils s'en foutent. Non, j'arrive pas à le croire, ça. Oui, je t'assure, mais comment tu expliques? Il y en a tellement, il y en a de plus en plus. Bah, si on pouvait faire prendre des consciences à certaines personnes que l'autre, c'est nous, c'est pareil tout ça. Ben oui, nous avec pareil. quelques années de plus et qu'on a beaucoup à apprendre des anciens. Concrètement, comment on peut essayer de limiter les risques d'agression dans la rue? Dans la rue, elle l'a bien souligné, il faut éviter de marcher le long des trottoirs, c'est-à-dire éviter donc les vélos, les scooters, les motos, donc qui passent. Alors, marcher du côté des immeubles. Voilà, marcher du côté des immeubles, mettre le sac plutôt du côté des immeubles si on l'a en bandoulière. Voilà. Ou sur le ventre. Ou sur le ventre, c'est encore mieux. Et surtout quand on monte dans les transports en commun, par exemple. Pas de bijoux voyants. Ou qu'on descend des transports en commun, sac sur le ventre. S'il y a danger, criez. Alors visiblement, Claude l'a fait, ça n'a pas réveillé les consciences. Hein. Oui, mais ça fait peur. Ça fait peur Voilà. à mes agresseurs. Mais il faut le faire et crier que s'il n'y a pas menace d'une arme ou d'un instrument quelconque. Parce que votre vie vaut quand même beaucoup plus que votre sac à main. Bien sûr. Vous avez peur aujourd'hui, Claude? Oui, vraiment, j'ai pas peur, mais j'ai toujours une petite appréhension, tu vois. Surtout que là, depuis la mort de mon mari, j'ai pris un coup de vue épouvantable. Je marche mal, tu vois. Je me tiens au mur pour descendre du trottoir, des trucs comme ça. Je me dis, je suis la cible idéale. Combien de temps vous étiez resté avec Jean-François? 43 ans. C'est beau aussi, hein? Quelle histoire. Vous restez avec nous, Claude. On va maintenant découvrir l'histoire de Marie-Josée et de Jean. Eux aussi viennent de vivre une agression traumatisante, un autre genre encore. Comme vous, essayez de comprendre les motivations de ceux qui font ça. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête pour s'attaquer à des personnes âgées? Le matin, je déjeunais tranquillement avec mon mari dans la cuisine. J'ai entendu un grand bruit. J'ai ouvert ma porte de salle à manger. Marie-Jo se retrouve alors face à un inconnu. Il a saisi une cocotte minute qu'il m'a lancée à la tête. Ensuite, il s'est servi de la cocotte minute pour la lancer sur mon mari. Il s'est acharné sur mon mari à coups de pied, dans la tête, dans le dos, partout. Mon mari était en sang. On s'est battus tous les deux à terre, à coups de pied. J'ai reçu des coups de pied partout. Je suis sortie pour chercher des secours, pensant que mon mari était mort. Le temps que les secours arrivent, l'agresseur a pris la fuite. Marie-Jo s'en tire avec quelques bleus, mais son mari, lui, est plus gravement blessé. Mon mari, il était vraiment tout violet, énorme, le visage énorme, les yeux, on voyait plus ses yeux, tout éclaté en sang. Il a été recousu à l'oreille, derrière l'oreille. Il a des cassures aux orbites, sur les pommettes, le nez cassé. Il est plein de fractures à la tête. Comme il est encore hospitalisé pour encore un long moment, il ne sait pas encore s'il va savoir gérer sa peur.
Depuis cette agression, il y a 2 mois à peine, Marie-Jo a du mal à rester seule chez elle. Pour se rassurer, elle inspecte minutieusement chaque recoin de sa maison. Pour l'instant, je ne peux pas encore rester seule chez moi parce que au moindre bruit, c'est encore trop nouveau, quoi. C'était trop violent, trop fort. Je pense que mon mari va avoir du mal à se remettre de cela, vu son âge. C'est un homme de caractère, mais à mon avis, ça va être long à gérer. Mais il faut qu'on y arrive. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Jean-Luc. C'est pas facile de remettre tout ça? Non. Vous êtes venu nous le dire pour dire ce qui se passe, sans pour autant basculer dans la psychose et de tomber dans la peur permanente. Il se passe quand même des choses qui sont... Comment va Jean aujourd'hui? Il est toujours hospitalisé. Il a toujours pas mal de bleus, beaucoup de vertiges, la tête toujours dans un étau. Il souffre encore. Quel âge a-t-il? Il va avoir 78 ans. Comment on se remet des fractures comme celle-ci, etc. À cet âge-là, c'est beaucoup plus long? Oui, c'est plus long. Là, ça s'est passé le 24 août. Et là, mon mari, il est toujours violet. Le visage, la poitrine, le bras, c'est toujours violet. Contrairement à Jean et Hélène, qu'on ne voit plus les traces. Mon mari, au jour d'aujourd'hui, il est toujours violet. La dame des urgences, depuis plus de 20 ans qu'elle travaillait dans cet hôpital, elle a dit « j'ai jamais vu une personne dans cet état-là ». Hélène, c'était là, le menton, mais mon mari, c'était tout. Toute la poitrine, même son bras, il est encore tout violet. Un coup de pied dans la tête. Et moi, je le voyais frapper, mais je le voyais dans le dos, c'était dans la tête, un coup de pied. Rétrospectivement, comment vous avez eu la force, la présence d'esprit de le faire fuir, ce garçon? Je ne sais pas. En fait, il n'a pas fui. Il n'a pas fui, il m'a suivi. C'est moi qui ai fui. La première fois, mon mari, pour moi, il était mort à terre. J'ai dit, il ne va plus faire mal à mon mari. Il l'a tué. Je vais chercher des secours. Je reviens, il était toujours dans la maison. Mon mari avait repris connaissance. Il était encore en train de le frapper. Je me suis encore lancée sur lui. Mais comment vous avez gardé votre sang-froid, vous? Cette force de caractère incroyable, c'est fou, hein, ça. Là, je ne comprends pas. Je pense que j'ai eu le stress nécessaire, que je n'ai pas stressé plus, ni stressé moins. Je pense que... Même moi-même, je suis étonnée. J'arrivais à avoir des pensées à me dire, quand j'ai vu ce jeune homme, j'ai dit c'est un handicapé mental ou un drogué. Et j'arrivais à me penser à des choses, à me dire, pour me défendre mon mari, quoi. C'est-à-dire? J'ai toujours... Pensé à des choses que vous n'auriez pas pu imaginer auparavant? Des choses qui sont venues comme ça, spontanément? Oui, pour défendre mon mari, quoi. Toujours, j'ai cogné, moi aussi. Hein. Heureusement que je suis sportive, que j'ai su me défendre, quoi. Mais malheureusement, pas suffisamment, parce que ces jeunes-là, avec l'alcool, ils ont plus de force. Je vous laisse reprendre vos émotions. Vous restez avec nous, on écoute bien ce message. Il s'agit peut-être de votre histoire. Si c'est le cas, vous nous contactez. Votre enfant a été racketté. Vous avez une famille hors norme. Vous avez été victime d'un internement abusif. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement dans Toute une histoire, l'histoire de Céline et son bébé atteint du syndrome d'alcoolisme fœtal. Vous buviez à quelle dose, si j'ose dire? 6 verres par jour. Verre de quoi? Pastis. Et aussi l'histoire de Leslie, Céline et Sandrine. Ces femmes au foyer gèrent leur temps différemment. Ça fait 1 an que je suis traitée pour dépression et je suis dépressive. Je crois qu'il faut se donner les moyens d'être à la fois une femme et une maman. Et pour être une femme, il faut se consacrer un petit peu de temps pour soi. Enfin, Hélène de Fougerolles sera face au public pour nous raconter son histoire et son actualité. Je voudrais que vous me posiez une question à moi sur vous. Et que si j'arrive bien à répondre, j'ai le droit de venir m'asseoir à côté de vous. Non, mais carrément. Je crois qu'elle est un peu amoureuse de vous. Ah bon, ou de vous? Oh Ninou. Vous avez entendu Hélène et Jean s'interroger sur les raisons qui ont poussé leurs agresseurs à être aussi violents pour une bague, une petite bague qui n'a pas beaucoup de valeur. Vous avez réfléchi à ça, à votre avis, quelle est la raison? Pour cet individu, c'était uniquement les bouteilles de vin de mon mari.
Il voulait lui voler ses bouteilles de vin? Oui, il avait vidé la cave, tous les casiers à bouteilles, il avait tout vidé, il avait tout mis dans des caisses qu'il avait trouvées dans la cave, parce que mon mari est un grand jardinier, il conserve des caisses, des cajots pour mettre ses légumes, et il avait tout préparé soigneusement au bas de l'escalier de la cave. Mais je ne sais pas pour quelle raison, l'individu est monté dans la maison et s'est endormi sur un fauteuil. Non, mais pardonnez-moi de vous le dire, je trouve ça hallucinant. Oui, c'est hallucinant. Il n'a rien volé d'autre. Non mais le vol, c'est une chose, évidemment qu'il faut condamner, mais la violence gratuite, ça, c'est quelque chose qu'on a... Oui, là, on ne comprend pas, non. Là, on ne comprend pas. Mais il s'est d'abord occupé de mon mari parce que, comme c'était un homme, il a pensé que moi, je n'allais pas me défendre, mais il ne me connaît pas aussi. Elle vous a surprise, votre mère? Elle vous a surprise dans sa réaction, votre mère? Votre belle-mère? Oui, je pense qu'elle a eu une bonne réaction. Bon, c'est vrai que quand on y pense, on est en colère. On ne comprend pas, on se demande ce qui se passe, on a l'impression d'être dans un mauvais rêve. Pourtant, de votre métier, vous connaissez Oui. quelques petits trucs que nous, on ne connaît pas. Vous aidez des personnes âgées, Oui, je suis aide-soignante à domicile. Des histoires comme celle-là, vous en aviez déjà entendu parler? Oui, bien sûr. Mais bon, on pense toujours que ça arrive qu'aux autres. Et puis, même si on prévient les personnes âgées, on en parle quand même. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous avez conseillé à votre père et à votre belle-mère? Déjà, on leur a proposé de prendre un chien. Pas comme le mien, alors un vrai, quoi. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Un chien? Un chien, oui, mais il faut penser qu'un chien, on l'a à peu près pour 18 ans. Oui. Et puis, on vieillit. Le chien peut nous faire tomber, peut nous bousculer. C'est aussi faisable. Qu'est-ce qu'il est devenu, votre agresseur? Mon agresseur, il a été arrêté, il est en prison en attendant le jugement. Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne comprend pas, lui. Il ne se rend pas compte, il ne comprend pas. Il pensait retourner chez sa grand-mère le jour même. Il ne comprend pas. Pour lui, c'est qu'il tout à fait comprenne un peu le normal. mal qu'il fait. Et qu'est-ce que vous en êtes où, vous, aujourd'hui? Moi, je pensais que ça allait bien se passer. Et puis, je m'aperçois que plus on avance, plus ça se passe mal, quoi. C'est difficile à évacuer. C'est difficile. J'ai beau me dire, il faut que je vive dans cette maison, c'est notre maison, il faut que je revienne dans la maison. J'ai beaucoup de mal à... Qu'est-ce qui pourrait vous aider à passer à autre chose? À continuer à vivre, même s'il faut être prudent. Et puis pas à vivre non plus dans le pessimisme. Je veux dire, réussir à être heureuse, à profiter de la vie. Déjà là, je ne sais pas, comment dirais-je, comment mon mari va se comporter quand il va rentrer à la maison. Bon, lui, malheureusement, il ne se souvient plus de rien parce qu'il a tellement été frappé à la tête qu'il a tout oublié. Il était dans le coma. Mais de revenir à la maison, ça va lui faire un choc. Je vous remercie en tout cas beaucoup d'avoir été avec nous. Marie-Josée, Claude, Hélène, Jean, Olivier, Pierre, Sophie. C'est difficile à admettre. Excusez-moi. Mais au fil des années, les statistiques sont là, les personnes âgées deviennent peu à peu des cibles pour des gens mal intentionnés. Il faut donc se préserver le plus possible, ne pas vivre dans la parano, mais rester quand même vigilant. Je remercie nos invités pour leur courage, ils sont venus témoigner de ce qu'ils ont vécu pour vous informer à travers leurs témoignages. Et maintenant, nous allons passer à une toute autre histoire, l'histoire de Benoît. Une histoire incroyable. Cet été, Benoît faisait du voilier avec son ami Eric quand soudain, une vague les a violemment percutés. Regardez ce qui s'est passé. Passionné de voile depuis toujours, Benoît est un marin expérimenté. Le 1er août dernier, la météo est bonne. Avec Eric, un ami marin lui aussi, il décide de faire une petite sortie en mer. On était parti du Havre, on allait en direction vaguement de Woolgat, Cabourg, dans cette eau-là. On a dû faire demi-tour près vers ici. Et puis d'un seul coup, ça a viré au vinaigre. On a pris une vague d'une puissance phénoménale. Le bateau a été propulsé et nous encore beaucoup plus loin parce qu'en fait on était à 6 mètres. Malheureusement, le bateau est repassé devant l'eau, mais j'ai pas réussi à l'attraper. Et donc, je me suis dit, je l'ai vu partir. Très, très dur. Vous êtes à des kilomètres de la côte, de la civilisation. Dans ma tête, j'ai vite compris qu'il fallait faire par la suite un effort vraiment très, très puissant pour arriver à rentrer sur la côte. J'étais voir mon ami Eric pour lui demander qu'est-ce qu'on fait, bien que je savais que pour moi, il n'y avait pas 36 000 solutions. Il fallait nager vers le Havre 2000, vers le nouveau port. Bizarrement, je ne me suis pas inquiétée. Puis je me suis dit, bon, il n'y a pas de vent, ou alors il est parti manger chez Eric. Par contre, dans la nuit, 3h30, 4h, je ne sais pas exactement, le téléphone a sonné. Et là, il a fallu 2 secondes pour réaliser. Je me suis relevée, j'ai vu l'oreiller vide. Pour moi, la mer l'avait emporté.
Dès les premières brasses, Benoît et Eric se perdent de vue dans des vagues qui font plus d'1 mètre de creux. Ils ne portent pas de gilet de sauvetage et la nuit est tombée. Seules les lumières du Havre au loin permettent de se repérer. Nager dans une piscine, on nage une brasse horizontale, mais quand les vagues sont assez abruptes, je nageais horizontal et pour passer la crête, c'était à chaque fois, chaque vague, il fallait donner un grand coup pour passer la tête, pour pouvoir respirer. Sans quoi, c'était la tasse assurée. Après 5 heures d'effort dans une eau à 18 degrés, Benoît doit encore éviter les énormes cargos qui circulent autour de lui en arrivant tout près du Havre. Les bateaux que j'ai croisés dans la nuit, c'était l'équivalent de ce genre de choses. Vous imaginez cette muraille-là passer à 10-15 mètres, ça fait une grosse masse. 5h30 après le naufrage, Benoît parvient enfin à s'accrocher à une digue. À bout de force, il franchit un dernier mur de plus de 2 mètres de haut. Il réussit à prévenir les secours, mais c'est déjà trop tard pour Eric, dont on retrouvera le corps sans vie un peu plus tard sur une plage. Je partais chez la femme d'Éric quand Violaine, la deuxième de mes filles, a ouvert la fenêtre, a appelé en disant ils ont retrouvé papa au téléphone. Alors là, il y a eu une pique d'adrénaline, de joie. Je suis remontée en courant et je lui ai dit écoute, t'avais pas vraiment besoin de me faire ça pour savoir que je t'aimais parce que de toute façon, oui, je t'aime, si c'est ce que tu veux savoir. Et lui était complètement incompréhensible au téléphone parce qu'il était vraiment au bord de l'épuisement. Quand je suis sorti de l'hôpital, tout le monde disait bravo, bravo. Et moi, j'étais tellement dans avoir nagé sans penser du moins à ce genre de choses. J'étais trop dans mon truc et maintenant, avec le recul, je commence à réaliser que c'est quelque chose de dément. On l'a vu tout à l'heure avec le témoignage de Marie-Josée, on peut trouver des ressources en soi qui sont absolument incroyables dans l'adversité. Je la félicite, comme je félicite Hélène et Jean pour tout leur courage. Et puis cet homme qui s'est dépassé, qui a fait ce qui est absolument impossible à faire, à savoir nager pendant 5 heures. Je vous demande d'accueillir Benoît, s'il vous plaît. Bonjour Benoît. Ouais, vous êtes costaud, mais vous n'êtes pas un surhomme. Non, je suis pas un surhomme, j'ai des ressources. 5 heures de nage 5h30, oui. 5h30. Un petit peu plus d'ailleurs, oui. Pour faire combien de kilomètres? À peu près 18 km. Oui, c'est sur une mer plate, c'est relativement aisé, mais... 18 km? Oui. Vous aviez déjà nagé 18 km? Non, mais ça était beaucoup plus facile. Oui. Et disons qu'avec des vagues peut-être de 1 mètre, et voire même plus, en fait, j'ai appris en faisant la reconstitution de choix avec la SNSM, que dans la nuit, ils annonçaient un force 5 pouvant passer à 7, c'est passé à 7, et les creux sont bien montés à 1,50 m, voire 2 mètres, et déferlants. Et c'est démentiel. À quoi vous avez pensé pendant? On pense... On est dans notre monde, je peux vous dire. Quand vous êtes ça, vous ne pensez pas, je pense à ça, je pense à ça. On gère, parce que chaque seconde est à gérer. Si vous ne la gérez pas, c'est la tasse assurée. Et mais pourtant, vous n'étiez pas préparé pour ça? Non, bien sûr. Et en plus, j'aime pas l'eau. Du moins, j'aime pas nager. Heureusement, on venait de manger auparavant, donc j'avais pris pas mal de calories. Donc je me suis dit dans ma tête, il faut nager relativement vite, pas trop vite, parce que si je nage trop vite, je vais me faire une crampe, donc je vais être bloqué. C'est une catastrophe. Mais quelle présence d'esprit, j'arrive pas à le croire. Hein. Franchement, on a des ressources humaines quand même. On a des ressources humaines, et puis bon, moi je pense aussi que j'ai pas mal d'heures de navigation, une certaine connaissance de la mer, et puis de toute façon, on m'a dit, il y a une chance, elle est faisable, il faut y aller. Donc, je pose pas de question. Quand vous avez dit, Eric, votre ami, notre seule chance, c'est de nager, est-ce que vous avez pensé qu'il était suffisamment motivé pour le faire? J'ai eu un doute, mais dans ce genre de conditions, je peux vous dire, soutenir, comme on parle tout de suite, c'est facile de discuter. Mais dans des conditions pareilles, je peux vous dire, c'est pas le moment, on n'est pas sur un fauteuil, hein. On est dans des conditions extrêmes. Et donc, moi, j'ai essayé, avec le recul, de lui dire, bon, il n'y a que ça à faire, il faut y aller. Ça vous fait quoi d'entendre cette histoire aujourd'hui, hein? Je l'ai entendue un certain nombre de fois, donc ça me fait... Vous y croyez? Je croyais à quoi? Vous arrivez à y croire, à tout ce qui s'est passé? Enfin, je veux dire, à le concrétiser, ou est-ce que ça reste quelque chose qui est du domaine de l'inimaginable? Non, pas du tout. Pour moi, c'est effectivement une histoire qui est bien réelle. Malheureusement, elle montre effectivement la force qu'on appelle un peu la résilience, c'est-à-dire quand tout est perdu, cette énergie qui il reste encore quelque chose. Oui, il reste encore quelque chose et qui surgit au moment où on s'y attend le moins. Chez un homme que vous connaissez bien et depuis longtemps? Chez un homme que je connais bien et je sais qu'il a une force de caractère, de toute façon, qu'on ne rencontre pas. Alors forcément. Venez voir votre homme. Je peux lui faire un bisou. Quand les policiers vous ont appelé en pleine nuit, qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
Alors déjà quand je me suis couchée, j'imaginais qu'il était resté manger chez Eric. Donc je me suis pas. D'habitude je m'inquiète tout le temps. Bizarrement je me suis pas inquiétée cette fois. Peut-être parce qu'ici il se moque souvent de moi quand je m'inquiète. Et là non justement. Et donc je me suis couchée. Par contre quand le téléphone a sonné tout de suite, effectivement c'est ce que je disais dans le reportage, j'ai compris. Et tout de suite, je me suis dit, de toute façon, c'est foutu, quoi. Je ne le voyais que décédé parce que la mère est toujours la plus forte, elle peut être d'une violence inouïe. Donc j'espérais quand même, dans un coin de mon cerveau, qu'il se soit échoué quelque part et qu'il m'appelle. Et j'aurais couru ventre à terre pour les rechercher tous les deux. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Combien de temps après, vous avez eu des bonnes nouvelles de ce qui est arrivé à Benoît? Ça n'a duré, je pense, entre les 2 coups de fil qu'une demi-heure. Elle a dû être longue, la demi-heure. Terrible. Elle a été excessivement longue, oui, tout à fait. Et en fait, elle a conditionné toutes les journées qui ont été après. Parce que, oui, ça paraît surprenant. C'est-à-dire que le fait de cette vue veuve, je n'ai pas pu complètement me réjouir. Parce qu'il y avait Eric et tout ce que vivait Elisabeth, quelque part par procuration, je le vivais un peu. J'étais peut-être plus sensibilisée. La femme du collègue. Oui. Oui, vous êtes vue veuve, vous prépariez à faire le deuil de celui qui est à côté de vous aujourd'hui. Il a fallu faire le deuil de votre veuvage, si j'ose dire. Oh non. Passer à autre chose. Ça doit être des émotions incroyables. Non, pas le deuil du veuvage, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui passent. On se remet en question dans sa vie de couple, dans la manière dont on est avec l'autre et autres. Ça, c'est un scoop. Ouais, ça peut intéresser. On n'a pas envie de vivre forcément de la même manière. Mais encore, on prend conscience. Par exemple, je prenais conscience de ce qui n'allait pas trop de mon côté, effectivement. On vit tous les deux avec chacun nos passions et on arrive à cohabiter, mais dans quelle mesure la passion ne va pas un peu empiéter sur la vie de l'autre? C'est vrai que moi et mes filles, on est branchés kayak, peut-être un peu trop. Donc là, je me suis dit, bon, peut-être qu'effectivement, faut que je modère un peu et que je prenne conscience quand même que malgré nos passions, on est aussi ensemble et que c'est super de continuer ça se ressemble cette pourtant, passion. c'est assez voisin, quoi. Tout ça se passe sur quelque chose de liquide, en tout cas. Tout à fait. Mais il n'empêche que c'est du temps où on n'est pas forcément complètement à l'autre, qu'on peut prendre. Mais c'est important aussi qu'il y ait une passion à vivre et vivre à deux avec ses passions, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Vous avez l'impression que les choses ont changé? Quelque chose a changé entre votre femme et vous-même? Oui et non, parce que je suis encore un petit peu dans le ressenti de ce qui vient se passer et quelque part, il y a quand même une grosse cicatrice. C'est vrai que on est parti un petit peu après se reposer à la montagne. Quand on est revenu, je me suis un peu replongé dedans et quelque part, je peux vous dire, je réalise un petit peu ce que j'ai vécu. Parce qu'en fait, sur le moment, j'étais tellement dans le vif de ce que j'avais vécu quand je suis après à l'hôpital. Je ne comprenais pas la réaction des gens. Et maintenant, je comprends ce qu'ils comprennent. Et quelque part, ils ont un peu raison parce que je me suis... Qu'est-ce que vous ne compreniez pas? Qui s'émerveillent devant ce que j'avais fait. Pour moi, je n'avais pataugé pendant 5h30. Or que, quand je suis arrivé... Là, vous avez été une démonstration vivante de ce que l'être humain est capable de faire. Pour... quand j'ai nagé, j'avais l'impression d'avoir nagé pendant 3 heures. Quand j'ai regardé ma montre arriver sur le quai, j'avais eu 5h30. Et pour moi, je l'avais fait... Je n'avais pas eu l'impression de m'être surpassé. Et puis aussi peut-être parce que vous avez perdu Eric dans cette histoire. À quelque part, oui, après évidemment. C'est pas pareil que si on arrive à 2 vivants, c'est très différent. Même j'imagine que c'est un choc pour vous terrible parce que vous le connaissiez bien. Évidemment, mais en fait, arrivé, donc après, les secours sont arrivés. Et moi j'étais toujours dans l'angoisse de savoir ce qui s'était passé. Je me suis dit, c'est vrai qu'il a peut-être peu de chances de s'en sortir, mais il y avait peut-être encore une lueur d'espoir. Et je l'ai appris, malheureusement, son décès, que dans l'après-midi. Dans quelles circonstances on a retrouvé son corps? Et en fait, je crois que c'est un hélicoptère de la douane qui l'a retrouvé sur la plage d'Honfleur, enfin un petit peu à l'ouest d'Honfleur. Et quelque part, moi, j'avoue que ça me... Alors évidemment, je m'étais posé des questions, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Bon, avec le recul que j'ai sur la mer, je pense avoir réagi correctement, mais on se pose toujours des questions quelque part. C'est inadmissible. Surtout moi qui suis branché sécurité. On n'a eu pas de gilet pourtant. Hein. Oui, mais enfin... On va y revenir. Non, parce que c'est une des règles de base normalement. On va le voir dans un instant. Mais je crois qu'on reste sur Eric et sur la culpabilité qu'on peut ressentir dans ces moments-là. Lui n'a pas survécu, vous avez survécu. Quelque part, c'est terrible. Mais bon, comme a dit l'un de ses amis à l'inhumation, c'est la mer, elle peut être violente. Et en fait, il n'y avait aucun signe qui pouvait nous prévenir qu'il y aurait quoi que ce soit. Et j'ai réfléchir, qu'est-ce qu'on aurait dû, qu'est-ce qu'on aurait pu... Je disais pas ça pour vous culpabiliser. Non, mais c'est au contraire pour vous aider à vous débarrasser de ça, parce que vous ne pouviez rien faire.
C'est comme en montagne, vous avez vu cette histoire de cette femme qui devait monter jusqu'en haut du Tibet avec son homme, et puis qui a, juste dans les derniers mètres, qui a arrêté au dernier bivouac. Donc lui est monté en haut avec les Sherpas, et puis en redescendant, il a eu une perte de voilà, et on l'a laissé à la montagne. Parce que même les Sherpas qui sont habitués à la montagne ne peuvent pas aider quelqu'un qui est en train de perdre son souffle parce qu'ils doivent s'occuper d'eux-mêmes. Et en fait, c'est pour ça que vous ne pouvez pas culpabiliser. Parce que Non. si vous aviez essayé de sauver Eric, Oui, mais quelque vous part, seriez c'est quand restés même- tous les deux. Bien sûr, mais comment dire, il y avait un attachement, vous voyez pas le. Vous êtes bien la vivant, en situation. tout cas, hein. Non, ça, je le sais, mais bon, c'est quand même difficile à admettre. En fait, pour moi, j'ai eu toujours confiance à la mer, je l'ai vu par les. Là, ce jour-là, il y avait force 5, mais je l'ai vu par force 12, et sans aucune appréhension. c'est ouragan, hein, quasiment. Voilà, c'est ouragan. Et 2 fois, mais bon, pour moi, ça. Et En tout cas, pardon. Non, c'est pas grave. Par rapport à la culpabilité, je crois qu'il y a aussi 2 personnes qui ont été extraordinaires. C'est Elisabeth, la femme d'Éric, qui rapidement a dit « Moi, je suis contente que Benoît s'en soit sorti », ce qui est quand même extraordinaire, tout à fait. C'est grandeur de cœur. Tout à fait, en disant bah, autant qu'il n'y en ait qu'un qui soit décédé ou qu'une veuve plutôt que 2. Et ce qui a été extraordinaire aussi, c'est le frère d'Éric qui est venu à l'hôpital voir Benoît pour lui dire « Tu n'es pas coupable, tu n'y es pour rien ». Et ça montre une grandeur et une classe assez extraordinaire quand même. Oui, non, mais c'est formidable parce qu'on rêve tous d'être comme ça dans ces circonstances. Mais alors, quand on prend le coup dessus, la vie change. Et depuis vraiment le naufrage, toute leur vie a changé. Et reprendre aujourd'hui la mer, pardonnez-moi, l'hiver arrive, c'est aujourd'hui encore difficile. Depuis son naufrage, Benoît n'est pas retourné naviguer. Aujourd'hui, pourtant, il reprend la mer avec les sauveteurs qui étaient partis à sa recherche. Bonjour. Appareillez les gars. Larguez les amarres. Larguez derrière. C'est la première fois que je ressors en mer là. C'est la première fois en plus que je retourne sur zone, déjà. Ça remue les petites cuillères, comme on dit. C'est quelque part un retour en arrière. Benoît a toujours été un navigateur prudent, pourtant le jour du naufrage, ni lui ni Eric ne portaient de gilet de sauvetage. Je reprendrai la voile, je pense, au printemps, mais avec des visions encore plus différentes sur la sécurité. Ça sera toujours des gilets nouvelle génération constamment par tous les temps. Et aussi bien pour moi qui pour mon équipage, et une personne qui l'aura ne montera pas à bord. C'est quelque chose d'indispensable. Qu'est-ce que vous avez ressorti en remontant sur le bateau ? Beaucoup de choses. Déjà, d'avoir navigué avec des gens qui étaient là, venus pour venir éventuellement me secourir. Je peux vous dire, ils ont été chaleureux et il y a eu un contact qui s'est fait très fort, très très fort. Et puis, de ressortir en mer, c'est la première fois que je ressortais en mer, c'est dur, très très dur. Vous ressortirez, vous pensez à l'avenir en mer ? Je pense qu'il faudra bien avoir un hiver facile pour arriver à comprendre tout ça, à donner un peu de temps. Reprendre du plaisir sur la mer avec tout ce Je sais que j'avais une telle passion que ça reviendra, mais il faudra un peu de temps quand même, parce que bon, j'ai eu tellement d'heures de plaisir, il y a des sensations en mer qui sont extraordinaires, et quand vous prenez un coup pareil... Il faudra un mot de votre femme, peut-être d'autorisation, je veux dire ? Oui, un mot entre exemplaires. Avec un petit gilet de sauvetage. Je vais donner la parole à Yves Lagan, qui est président de la SNSM, la Société nationale de sauvetage en mer. Est-ce qu'on voit souvent des accidents comme celui-ci, c'est-à-dire par temps calme, hein, parce que force 5... Le temps n'est pas calme. Le temps, c'est du bon temps pour naviguer à la voile. Mais c'est pas calme. Comme le disait Benoît, il y a 1 mètre de creux au début, quand il est mis à la mer, donc le temps n'est pas calme. Mais moi, j'écoute Benoît. D'abord, Benoît, en l'écoutant, je l'ai un peu écouté également avant l'émission, c'est un bon marin, c'est un marin expérimenté. Mais là, il y a eu un événement qui est difficilement explicable, peut-être qu'on n'arrivera jamais à l'expliquer, mais ça mérite quand même, tel qu'il le décrit, ça mérite qu'on l'analyse et que des experts, effectivement, se penchent sur cette question, à mon avis. Pour savoir c'est la première réaction que j'ai. Gilet de sauvetage. Le gilet de sauvetage. Le gilet de sauvetage. Mais ça, c'est autre chose. Mais là, il y a quand même un événement qu'il faut analyser. Après,
effectivement, il y a les mesures pour éviter le renouvellement d'un drame comme celui-là. Je pense que ce que dit Benoît, effectivement, est très justifié, même si moi, je suis plaisancier depuis 50 ans ou 45 ans. Vous mettez toujours le gilet, vous ? Non, je ne l'ai pas toujours porté, mais aujourd'hui, je le préconise. Et je pense qu'il a raison. Et ça doit devenir la règle. Chez les pays anglo-saxons, on porte systématiquement maintenant une petite brassière qui sont très faciles à porter et qui ne gênent pas du tout les mouvements. Et je pense qu'il faut qu'en France, on modifie les comportements de tous les gens qui vont sur la mer pour pouvoir systématiquement porter une brassière et peut-être, dès qu'on va naviguer à proximité de la nuit, un harnais de sécurité. C'est-à-dire un fil d'acier accroché à un petit harnais qui est accroché sur le bateau. Ça aurait sauvé Eric, vous pensez ? Moi, je pense parce que le bateau, ça lui aurait peut-être fait mal. Mais en tout cas, s'il était accroché au bateau, oui, le bateau, il s'est redressé, il a continué à naviguer. Ou au moins la brassière l'aurait sauvé, vous pensez ? La brassière, non, il ne l'aurait pas sauvé, mais il lui aurait permis peut-être de survivre plus longtemps, parce que d'éviter de faire des efforts pour rester à la surface. Le harnais, rester accroché au bateau, c'est quand même aussi, à mon avis, quelque chose de bien. Rappelons que la mer est quand même un milieu dangereux tout de même. Un milieu sauvage, un milieu que j'adore, et l'océan en particulier. Donc, homme libre, toujours tu chériras la mer, comme disait Baudelaire, mais prudence, à moins d'être un pro, on ne sort pas au-dessus de force 7 Non, il ne faut pas 6. dire ça. Non, si. Je veux dire, on navigue confortablement jusqu'à force 5. Force 5, on se fait plaisir. À partir de 6, 7, vous commencez à avoir des traînées blanches sur la mer. Vous composez avec la mer, mais vous commencez à modifier votre attitude pour tenir compte de la météo. Au-delà de force 7, c'est-à-dire à partir de force 8, à mon avis, c'est déconseillé d'appareiller. Si on est en mer, on endure, mais on n'appareille pas à plus de force 8. Content de vous voir en tout cas. Bien vivant et avec nous. Merci madame, merci d'avoir été avec nous. Bon après-midi à nouveau, bientôt pour de nouvelles histoires.